électrique. Il a l'immense mérite de revenir sur la nature de la lumière et de lancer un débat qui va durer 3 siècles. 25 ans après la mort de Descartes, Ole Rømer, un astronome danois venu travailler à l'Observatoire de Paris, étudie le mouvement des satellites de Jupiter, utilisés comme horloge par les navigateurs. Il constate des irrégularités. Io, par exemple, se lève de plus en plus tard au fur et à mesure que la Terre s'éloigne de Jupiter. Rømer attribue ce décalage au temps supplémentaire que met la lumière pour parvenir à la Terre. Il estime même à 22 minutes le temps que met la lumière pour traverser l'orbite terrestre. Il pourrait par une simple division calculer la vitesse de la lumière, malheureusement les dimensions de l'orbite sont encore mal connues à l'époque. Mais le résultat est bien là, la lumière a une vitesse qui n'est pas infinie. Cette nouvelle satisfait Huygens, le mathématicien et astronome hollandais. Elle le conforte dans l'idée que la lumière est une onde, une vibration qui se propage. Sa théorie se heurte à celle d'un éminent savant anglais, Isaac Newton, pour qui la lumière est un flot de particules. Chacun interprète à sa manière les phénomènes lumineux. Prenons la réfraction, ce changement de direction de la lumière quand elle pénètre d'un milieu transparent à un autre, de l'air à l'eau par exemple. Pour Huygens, s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des ondes diminue quand elles pénètrent dans l'eau. Newton, au contraire, utilise les règles qui régissent la balistique des projectiles. S'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des corpuscules augmente. Cette controverse onde-corpuscule va mobiliser des générations de savants après eux. Au XVIIIe siècle, Young, Malus, Fresnel, Arago découvrent les phénomènes de diffraction, d'interférence et de polarisation qui prouvent la nature ondulatoire de la lumière. Mais Newton, qui a trouvé une explication à la gravitation et au mouvement des planètes, bénéficie d'un immense prestige et de nombreux savants dits newtoniens restent partisans de la théorie corpusculaire. Pour trancher, Arago propose de comparer expérimentalement la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air. Foucault et Fizeau ont justement mis au point des dispositifs de laboratoire révolutionnaires pour déterminer la vitesse de la lumière, le premier utilisant un miroir tournant et le second une roue dentée. L'expérience cruciale est réalisée en 1850, verdict, la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau, Huygens avait raison. Le triomphe est parachevé en 1865 quand Maxwell réalise la synthèse magistrale de l'électricité et du magnétisme. La lumière est l'addition de deux ondes, une onde électrique et une onde magnétique. La lumière est une onde électromagnétique. Le débat est-il définitivement tranché? Non. En 1885, Hertz met en évidence un nouveau phénomène. Une plaque métallique éclairée par une lumière ultraviolette émet de l'électricité, alors qu'avec une lumière rouge, rien ne se passe, même en augmentant l'intensité. Cet effet photoélectrique est impossible à comprendre si la lumière n'est qu'une onde transportant de l'énergie. Inspiré par Planck, Einstein redonne alors du crédit au corpuscule de Newton. Il annonce en 1905 que la lumière est composée de quanta, plus tard baptisées photons, particules sans masse dont l'énergie dépend de la fréquence de l'onde associée. Ainsi, selon son interaction avec la matière, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme des corpuscules. Il faudra du temps pour admettre cette réalité subtile, cette dualité onde-corpuscule généralisée par De Broglie en 1924. La lumière est, décidément, un phénomène d'exception dans l'histoire des sciences.